Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre. Cette vidéo va tenter d'expliquer comment bien débuter à Carnage, le jeu le plus récent de TGCM. En cette période de Noël, vous avez peut-être reçu sous le sapin un joli starter du jeu, ou alors vous avez craqué sur un des salons, sur le site de TGCM, chez un revendeur, bref, vous avez acquis des figurines et vous voulez jouer, mais voilà, Carnage vous fait peur. Et ce n'est pas comme les autres jeux, bref, donnez-moi la main, on va y aller ensemble, ça va bien se passer, vous verrez. Tout d'abord, Carnage Quates. Carnage, c'est un jeu de figurines qui se joue au D10. Les figurines sont à l'échelle 54 mm et Carnage est un jeu d'escarmouche. Ça signifie que vous aurez sur la table entre 4 et 5 figurines de chaque côté la plupart du temps. La surface de jeu est un carré de 60 cm de côté, pouvant accueillir énormément de décors et inspiration en fonction du créateur de la table. Préférez cependant les tables avec du relief, car le jeu révèle tout son charme, avec des échelles, des murs, des hauteurs où l'on peut pousser son adversaire, etc. aux tables plates. Carnage, c'est également un jeu à scénario, c'est impératif car, bien que l'aspect distribution de pain soit très présente, il n'est pas conseillé de se limiter à ça. Vous perdriez beaucoup, les scénarios sont trouvables dans le livre de règles, ou alors vous pouvez les inventer, ou profiter de la communauté pour échanger et partager vos idées. Maintenant qu'on a fait l'intro, que vous en avez profité pour coller et peindre vos pitous, ils sont prêts à en découdre. Regardons un peu à quoi ils ressemblent. Je vous invite quand même, pour suivre cette vidéo, à vous munir du livre de règles. Vous pourrez vous y référer si jamais il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair dans mes explications. Chaque figurine est représentée par une carte de profil. Certaines figurines en ont plusieurs, soit parce qu'elles ont plusieurs niveaux, soit simplement que toutes les informations ne tenaient pas sur une seule carte. Donc qu'avons-nous sur les cartes de profil? En haut à gauche, on a la faction. Pour l'instant, il n'y a que 3 factions qui sont en vente sur le site. Il y a les Karn, les Kerops et les Fang. La 4e faction, les Goons, devrait arriver durant le courant du mois de janvier, donc c'est tout bientôt. Il y a également une 5e faction qui est la Guilde Noire, qui est une espèce de faction parallèle qui regroupe les parias des autres factions. Il y a un... C'est pas un starter pack, c'est un pack collector qui comprend des personnages de la Guilde Noire que vous pouvez retrouver dans le roman. Vous avez le nom de la figurine, alors ça peut être un nom générique, comme par exemple ici Tambour, ou vous avez les noms du personnage en question, Tarsac, Matisse, etc. Vous avez également le niveau de la figurine, on va revenir sur le niveau un tout petit peu plus tard. Sachez cependant qu'il y a 3 niveaux, 1, 2 et 3, et que plus le niveau est élevé, plus la figurine est puissante et expérimentée. On a la limitation, les limitations sont soit une lettre U ou P, soit un chiffre, ça indique le nombre de fois que vous pouvez posséder la figurine de votre fer de lance, en gros dans votre bande, dans votre équipe, dans votre groupe. Ici le U pour le tambour signifie unique, tandis que P signifiera personnage. Vous avez les couronnes, c'est la monnaie sur Safar, le monde du jeu. Ça indique le prix d'achat d'une figurine, la plupart des scénarios se jouant en 500 couronnes. Là, la figurine fait 1/5 de votre pool. De l'autre côté, nous avons les caractéristiques. J'ai séparé les caractéristiques en 2 groupes. Vous comprendrez un peu plus tard. Le premier groupe contient la vitesse avec le V, la puissance avec le P, l'agilité avec le A et la corpulence avec le C. Plus une caractéristique est haute, plus elle est forte. Ces 4 caractéristiques-là sont très souvent utilisées, sont presque tout le temps utilisées en cas d'attaque et de défense. Il y a des petits changements en lien avec la magie, mais on en parlera plus tard. Les 2 autres caractéristiques, c'est la témérité pour résister à la peur et l'effroi, et l'intelligence utilisée pour gérer la magie, mais également bon nombre d'actions liées à des scénarios comme crocheter un coffre, déchiffrer une carte, etc., etc. On a un rappel du niveau de la figurine et de sa limitation. En haut à droite, il y a ces petites barres, c'est la stature. Allant de 0 à 6, cette caractéristique représente quel volume occupe la figurine et s'il est aisé ou pas de la pousser. Une figurine ayant une stature de 3 se fera plus facilement bousculer qu'une figurine ayant une stature de 6 qui sera une espèce de roc inamovible. Cette caractéristique joue un rôle important également en cas d'assaut, en cas de critique, également en cas de tir pour déterminer le couvert qu'elle donne ou dont elle bénéficie. Bref, c'est une caractéristique relativement importante, il ne faut pas l'oublier. En dessous, nous avons les points d'action.
Il s'agit des points qu'on l'on va pouvoir utiliser durant l'activation de notre figurine ou lorsqu'elle devra défendre. Il n'est pas nécessaire d'utiliser tous les points d'action lors de son activation. Il est même d'ailleurs fortement conseillé d'en garder quelques-uns pour pouvoir se défendre. En dessous de ça, vous avez les points de vie. Ça représente le nombre de points de dégâts que la figurine peut encaisser avant d'être transformée en carcasse. L'armure, alors sur cette carte-là, il n'y a pas d'armure. On va hop, switcher sur une autre carte. Vous voyez le cartouche qui se trouve ici. Ça représente l'armure de votre figurine. Dans le cartouche, il y a 3 chiffres. Lorsque vous subissez des dégâts, vous jetez un dé 10. Si le chiffre du dé est inférieur au chiffre du milieu, celui qui est dans la partie noire, vous retranchez au dégât le chiffre de gauche. S'il est égal ou supérieur au chiffre du milieu, vous retranchez au dégâts le chiffre de droite. Les ronds représentent l'état de l'armure. Quand tous les ronds sont cochés, l'armure est détruite et à chaque fois que vous utilisez l'armure, vous cochez en rond. Vous avez en dessous les compétences. Il y en a énormément. Vous trouverez la signification de ces compétences dans le livre de règles. Et pour celles qui ne sont pas génériques, comme par exemple la tambour de guerre, pardon, vous trouverez la description vous indiquant les faits justement sur la carte. En dessous des compétences, vous avez les armes et boucliers. Vous avez tout ce qu'il y a besoin de savoir sur les armes qui se trouvent ici. Ou s'il n'y a que le nom, vous pouvez la retrouver dans le livre de règles. Ça fait partie des équipements génériques, le cas échéant. Vous remarquez qu'il y a le nombre de mains qui est indiqué. Ce qui signifie que si vous avez une arme à 2 mains, ben, vous ne pouvez pas porter un objet qui vous demanderait une main supplémentaire. Et le chiffre qui se trouve tout à droite avec le symbole des couronnes et un chiffre négatif, ça signifie que si vous ne voulez pas utiliser cette arme, vous pouvez la revendre pour le coût en couronne qui est indiqué. Et ce coût en couronne, enfin ce gain de couronne vous permettra soit de faire rentrer la figurine dans votre compo, parce que du coup elle était un peu trop chère, hop, vous lui retirez une arme et vous lui donnez une arme gratuite et ça passe, soit d'amortir le coût d'une nouvelle arme, que ce soit une lance, une hallebarde, un goupillon ou quoi que ce soit. Vous pouvez du coup virer l'arme que vous n'utilisez pas, vous ne payez pas pour ce que vous n'utilisez pas, et ça c'est une très bonne chose. Tout en bas, nous avons les dés de maîtrise. Une figurine aura autant de dés de maîtrise que son niveau, soit 1, 2 ou 3. À chaque fois qu'une figurine aura réalisé une action nécessitant un jet de dés, elle va jeter autant de dés que le nombre de dés de maîtrise et choisir un résultat parmi ces dés-là. Un vétéran aura moins de mal à toucher son adversaire qu'une jeune recrue. C'est ça que ça symbolise. Dans chaque dé, vous aurez 5 camemberts. Ces camemberts représentent des domaines de prédilection de la figurine. L'épée représente l'attaque, le bouclier la défense, le point d'interrogation les objectifs, l'arc le tir et la gemme la magie. Si vous n'êtes pas satisfait d'un tirage de dés, vous pouvez, si vous possédez le logo dans le camembert, choisir de relancer un dé. Dans ce cas, vous tracez ce dé de maîtrise et relancez le dé. Le second jet prend le pas sur le premier. Dans le cas du tambour, elle pourra relancer un dé d'attaque, un dé en défense ou un dé en objectif. Si le tambour a utilisé son dé de maîtrise pour relancer un dé d'attaque, elle ne pourra plus relancer que pour la défense ou l'objectif puisque le dé aura été tracé. L'autre effet est que jusqu'à la fin de jusqu'au début de sa prochaine activation, la tambour qui lançait normalement 2 dés pour chaque action n'en lancera plus qu'un pour toutes ses actions. Si une figurine utilise son dernier dé de maîtrise, elle continuera quand même à garder un dé, mais elle ne pourra plus relancer de jet. Une figurine vous est livrée avec un socle spécifique. Il est très important que vous gardiez la taille du socle. Vous pouvez changer le socle si vous avez un socle dallé, vous pouvez mettre un socle rocheux, etc. Mais la taille du socle est très importante. Actuellement, à Carnage, il y a 3 tailles de socle. Il y a du 40 mm, du 50 mm et du 60 mm. Ce socle va permettre déjà de représenter la place que prend la figurine sur la table, mais également savoir si vous pouvez taper une autre figurine en hauteur, si vous avez la portée pour ça, etc. C'est très très important de garder la même taille de socle. Comme on l'a vu dans l'introduction, la table de jeu fait 60 cm de côté ou 15 toises. La toise est l'unité de mesure du jeu, une toise égale 4 cm. C'est avec ça qu'on va calculer les distances, qu'on va déterminer les distances de tir, etc. C'est la toise. Quand vous posez une figurine sur la table de jeu, elle a 2 caractéristiques intrinsèques qui apparaissent parce qu'elle est sur la table de jeu. Il s'agit de la zone de contrôle et de l'aura.
La zone de contrôle, c'est la zone dans laquelle votre figurine va pouvoir agir, interagir avec les éléments de décor, frapper ses adversaires. Normalement, la zone de contrôle d'une figurine, c'est une demi-toise autour de son socle. C'est pour ça qu'il est très important de garder le socle de la figurine qui vous a été donné avec. Une figurine avec un socle de 60 mm aura une zone de contrôle plus grande qu'une figurine avec un socle de 40, même si la distance est la même, le socle joue énormément. Donc cette figure, enfin là par exemple dans l'exemple c'est Tarsac, il est sur un socle de 60 mm, et du coup sa zone de contrôle c'est le cercle rouge, il va pouvoir interagir avec tout ce qui se trouve dans ce cercle, c'est-à-dire crocheter un coffre, piller une carcasse ou frapper un adversaire. Vous pouvez équiper toutes les figurines de différentes armes, et certaines armes vous donneront une allonge. Cette allonge, par exemple, si je prends pas la canne, c'est allonge une toise. Ce signifie que vous allez pouvoir frapper avec cette canne à une toise de distance, à défaut des 0,5 toises que vous aviez auparavant. Il existe également des armes qui donnent encore plus d'allonge, ça va jusqu'à 2 toises, c'est-à-dire c'est les lances. Je ne sais pas si la hallebarde donne 2 toises, mais bref, il y a des armes qui donnent vraiment cette grande zone verte. Ça va vous permettre de jouer sur des zones d'interdiction, ça va vous permettre de bloquer certains passages, parce que lorsque vous entrez dans la zone de contrôle d'un adversaire, vous ne pouvez pas en sortir volontairement, excepté si vous utilisez une action de combat qui vous donnera un mouvement. Je vais vous expliquer ça lorsqu'on va parler des attaques et des défenses. Mais sachez que quand vous rentrez dans la zone de contrôle d'un adversaire, vous pouvez vous déplacer comme vous voulez autour de cette zone, enfin dans cette zone, mais pour en sortir, vous ne pouvez pas le faire volontairement. Il y a quelques effets spéciaux qui font que vous pourrez sortir, mais sinon vous ne pouvez pas. Ce qui est intéressant justement, ce sera de cumuler plusieurs zones pour bloquer des adversaires, pour les forcer à faire un certain nombre d'actions, et pour au final les empêtrer dans des situations un peu embêtantes. Donc on peut voir que ces 3 zones de contrôle, elles sont de plus en plus grandes, elles prennent de plus en plus de place, et ça va influencer énormément le jeu. Une grosse partie des stratégies du jeu va justement être de bien utiliser ces zones de contrôle. Concernant l'aura, c'est également une zone qui se trouve tout autour de votre figurine. Cette zone va être proportionnelle à l'intelligence de votre figurine. Si on prend l'exemple du larbin Fang qui a 2 d'intelligence, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas appris Pythagore à l'école, eh bien il aura une aura qui s'étendra à 2 toises autour de lui. Si on prend l'exemple de Matisse, qui lui visiblement a fait maths sup à l'école avec ses 5 d'intelligence, il aura une aura qui s'étendra à 5 toises de lui, ce qui, si vous regardez bien le schéma, n'est pas tout à fait la même par rapport au larbin. Cette aura va être très utile pour les magiciens parce que ça va déterminer souvent la portée d'un sort ou la zone d'effet d'un sortilège de zone, mais également ça va être utile lors des différents tests de ralliement d'effroi. Si vous êtes dans la zone de votre leader, vous aurez des bonus. Il y a également plusieurs actions qui vont se passer dans l'aura de la figurine, et il y a plusieurs compétences qui vont interagir avec ça. Donc c'est une zone à nouveau qu'il ne faut pas oublier pendant le jeu, parce que ça va vraiment avoir de l'importance et ça va impacter votre jeu. Vous savez maintenant à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur vos figurines. Vous êtes chaud bouillant, vous êtes prêt à distribuer des pains, vous allez botter des culs, vous voulez conquérir Safar. Tout ça, bah ça va se passer dans le sang, la violence, la guerre, la mort, la destruction. Ou alors vous allez décider de jouer le scénario et vous en foutre de votre adversaire, ça c'est vous qui voyez. Mais comment est-ce que ça se passe dans une partie? Parce que bon, on a fait la théorie, maintenant vient la pratique. Pratique qui viendra dans la prochaine vidéo où nous allons plus parler justement de la mise en place du jeu, des actions de mouvement, du combat, des attaques, des défenses, etc. J'étais pas encore fixé au début du tournage sur la taille des vidéos que je voulais faire. Et je pense, suite à aussi un petit sondage sur Facebook, que le format le plus adéquat pour la plupart des gens, c'est grosso modo une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Ça vous permettra aussi de sélectionner les passages si vous devez revoir les vidéos
pour justement essayer de trouver l'information qui vous intéresse. Donc ce sera peut-être plus facile pour faire ce genre de choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous y avez découvert des choses. Si vous êtes nouveau joueur, n'hésitez pas à poser des questions à la communauté. Tout le monde est là pour s'aider, pour se motiver, pour apporter des conseils, pour apporter du soutien. Bref, vous avez la possibilité de partager sur le Facebook de Carnage, sur le forum de TGCM. Bref, il y a beaucoup de moyens que vous pouvez utiliser pour vous faire connaître et pour avoir des réponses à vos questions. Et d'ici à la prochaine vidéo, et bien comme d'habitude, que les dés soient avec vous.